Vous êtes avec nous sur InfoSport Plus et sur les réseaux sociaux. Soyez les bienvenus. On va encore passer un bon moment ensemble. Émission 100% Coupe du Monde. Vous le savez désormais, vos questions, nos réponses. Et aujourd'hui, pour vous accompagner, un ancien international français, Samir Nasri est avec nous. Bonjour. Samir, tu vas bien ? Ça va. La canicule déjà, parce que le foot c'est une chose, mais comment Samir Nasri vit la canicule ? Comment Samir Nasri a dormi la nuit dernière ? On a besoin d'être rassuré, Samir. C'est un enfer, on n'en peut plus. Ouais, c'est un enfer. Ouais. C'est un enfer. Je dormais mieux lorsque j'étais à Marseille. Oui, parce que tu étais à Marseille il y a quelques heures et là tu es remonté à Paris. C'est Et à ça. Paris c'est pire. C'est pire, à Paris c'est pire. Il n'y a pas d'air en fait. Il n'y a pas d'air effectivement à Paris. Margot Dumont, tu confirmes, il n'y a pas d'air à Paris. Il n'y a pas d'air. Il y a la mer à Marseille, ça c'est déjà C'est pas ça. mal. C'est donc, vrai. Elias Gershel présent également donc pour vous accompagner, pour accompagner Samir. Alors on a plein de questions à te poser Samir, on va débattre dans un instant, mais déjà le programme d'abord, le petit programme de ce qui vous attend. La Coupe du Monde justement vue par Samir. On va poser nos questions à Samir et vous allez également poser vos questions à Samir Nasri. Est-ce que Ryan Cherki doit débuter demain contre la Norvège ou est-il condamné à tout jamais au banc des remplaçants? Samir, tu nous donneras ton avis dans un instant. La première place pour l'équipe de France, est-ce que c'est la priorité demain? On vous rappelle que les Bleus sont déjà qualifiés pour les 16e. Et puis on parlera de la Coupe du Monde à 48. On peut quasiment effectuer là un premier bilan, top ou flop, ou un petit peu les deux. Là aussi on en parlera avec Samir notamment. Débat donc autour de Ryan Cherki dans un instant, mais d'abord on le disait, des petites questions comme ça à la volée. Je commence. Ton favori à l'instant T, Samir Nasri. Waouh. France-Espagne. Ah oui, si, moi je te demande de choisir. Allez, l'Espagne. Qui finira meilleur buteur, selon toi? Mbappé. On va développer un peu plus tard, mais la Coupe du Monde à 48 équipes, bonne ou mauvaise idée? Bonne idée, franchement bonne idée. Ça permet à des pays justement de jouer une compétition comme ça. Curaçao, lorsqu'ils ont marqué leur seul but face à l'Allemagne, juste de voir un pays célébrer comme ça avec ses supporters, oui. Après, il y a aussi quelques malus à cette Coupe du Monde à 48 parce que de temps en temps on a eu des purges comme match parce qu'il y a des équipes qui sont d'un bas niveau, mais dans l'ensemble je suis plutôt satisfait. Par contre, j'ai vu qu'ils envisageaient une Coupe du Monde à 64, ça pour moi c'est non. Vous posez vos questions sur les réseaux sociaux à Samir Nasri, déjà énormément de commentaires, on sera là pour relayer. Tiens, question justement, est-ce que tu as échangé avec des joueurs de l'équipe de France? Non, parce que c'est une nouvelle génération, c'est des jeunes. Malheureusement, je les ai pas côtoyés. J'ai discuté un petit peu avec quelqu'un qui est dans le staff des Bleus, mais pas avec les joueurs, non. Est-ce que France-Irak, t'as regardé jusqu'au bout? Et si oui, est-ce que pendant cette pause de 2 heures, t'as réussi à t'occuper? Malheureusement, j'ai pas regardé jusqu'au bout. Je me suis endormi parce que je suis rentré de New York et j'étais complètement décalé et j'avais besoin d'être en forme la journée pour passer des Pour jouer au derniers paddle. moments avec- Pour jouer au paddle. Ah, le passer fils. un moment avec mon fils. le fiston. Important. Est-ce que tu es très supporter devant les matchs de l'équipe de France? Ça ressemble à quoi, Samir Nasri, supporter? Non, c'est quelqu'un qui vit le match. J'ai eu la chance d'en voir un en direct du stade. J'ai pu voir France-Sénégal. J'ai bien aimé la deuxième mi-temps des Bleus. Et c'est toujours un plaisir de voir parce que, quoi qu'on en dise, il laisse quand même des joueurs au profil technique. Et moi, c'est ça qui me plaît quand je regarde l'équipe de France. Et puis Kylian Mbappé en mode Coupe du Monde, c'est quelque chose. C'est quelque chose, exactement. T'as regardé combien de matchs en pourcentage, on va dire, depuis le début de la compétition? J'ai dû voir 85% des matchs. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. Et le pire que t'aies pu voir, hein? Le pire que j'ai pu voir, alors, waouh, laisse-moi réfléchir. Est-ce que les Anglais, là, avant-hier... Les Anglais contre le Ghana, ça a c'était été une dur, sacrée purge. Alors que sur le premier match, je me suis dit, ils font vraiment partie de mes favoris. Parce qu'ils m'avaient fait bonne impression contre la Croatie. Par contre, contre le Ghana, il a fallu attendre la 85e minute et la frappe de Saka pour avoir une vraie occasion franche. Ouais, c'était l'un des pires, celui-là. Ouais. Est-ce que tu as un avis, ça fait pas mal de débats pendant les matchs sur les poches fraîcheurs, les poches fraîcheurs, il fait chaud, j'ai la voix cassée, c'est compliqué de parler. Les cooling break, je vais le dire en anglais. Je trouve ça inutile. Honnêtement, T'aurais je aimé trouve toi ça avoir inutile. ça en tant que joueur ou pas? Si c'est la température qu'on a ici, oui. Sur les 2-3 premiers jours à New York, je peux le comprendre, parce qu'il faisait vraiment, vraiment très chaud. Mais après, c'est juste pour apporter un peu plus d'argent et faire des pauses publicité, en fait. J'ai une question beaucoup plus naïve. Est-ce que tu débriefes les matchs
par exemple avec Bruno Genesio. Par exemple, c'est vraiment un exemple au hasard. Non, pas du tout. Non, mais vraiment. Non, il n'y a pas de... Non. Je rappelle que c'est toujours pas officiel d'ailleurs cette histoire de Bruno Genesio à Marseille. Non, parce que je crois qu'il faut attendre un petit peu encore avec la DNCG. L'OM doit faire justement des promesses sur certaines ventes. Après, les clubs qui convoitent les joueurs marseillais savent que Marseille est dans une position un petit peu délicate, donc ils vont essayer de négocier au rabais. Alors pour votre info, non, j'ai pas échangé du tout avec Bruno Genesio. La seule fois où on a échangé, c'était lorsqu'il était à Rennes. Mais sinon, il n'y a pas eu de discussion et j'espère vraiment qu'il pourra être l'entraîneur de l'Olympique de Marseille parce que compte tenu du projet qui arrive, je pense qu'un entraîneur avec son expérience peut faire du bien. Et un ticket Genesio-Samir, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. C'est ce que tu nous dis là ce soir. Non. Allez voir du côté de certains consultants de chez nous. Peut-être qu'eux auront peut-être leur chance avec Bruno Genesio. Alors là, si dans le chat vous avez une idée d'un possible consultant futur adjoint de Bruno Genesio à l'Olympique de Marseille, on va mener la petite enquête. Est-ce que Samir, t'as repéré quand même un ou deux joueurs que t'aimerais bien voir à l'Olympique de Marseille non, mais j'en ai repéré, mais ils sont trop chers. Non, justement, si c'est des pépites, c'est abordable. Non, ils sont trop chers. Non, celui qui m'a fait très forte impression, surtout lors du premier match, un peu moins lors du second, mais c'était Diomandé. Avec la Côte d'Ivoire. Il a été énorme. Qui joue à Leipzig. Exactement, et qui est convoité apparemment par Liverpool, et on parle déjà de 100 millions d'euros. Après, je pense je vais attendre un petit peu, attendre au moins les 16e de finale pour voir, parce que sur un ou deux matchs, c'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions. Tu arrives à suivre tous les matchs malgré les horaires. Moi, je sais pas si tu es là, ça va être un peu plus simple pour moi. Non, ça va être un peu plus simple, justement, même si je suis rentré en France avec les horaires tardifs. Mon fils vient de partir un petit peu avec sa maman en vacances, donc ça va me laisser le temps et donc je pourrai rester réveillé toute la nuit pour regarder les matchs. Ça veut dire qu'un Paraguay-Australie à 5h du matin. On va se le faire, mais pourtant je sais que ça va être une purge. Mais je vais me le faire quand même. Tu préfères un bon paddle ou un bon Paraguay-Australie ? Paraguay-Australie, c'est la Coupe du Monde quand même. Ah, quand même. Je sais que t'es un fou de paddle, mais quand même, c'est la Coupe du Monde. Bien. Bon, ça, c'était une petite introduction. On va se projeter donc à présent. Parler donc de ce fameux France-Norvège. D'ailleurs, question, Ryan Cherki est-il condamné à rester sur le banc ? C'est parti. Ryan Cherki, oui, on en parle, remplaçant lors des 2 premiers matchs, entrée en jeu à chaque fois. Dites-nous là aussi en commentaire, est-ce qu'il doit débuter ou pas ? Ton avis, Samir, déjà, d'un point de vue assez général sur le match face à la Norvège. Est-ce que le Samir Nasri coach le fait débuter ou pas ? Oui. Pourquoi ? Même si l'objectif c'est la première place, il faut aussi penser que cette compétition, quand on est l'équipe de France, c'est d'aller le plus loin possible et c'est d'être au moins dans le dernier carré. Donc je pense qu'il est important de faire un petit peu souffler. Les joueurs offensifs de l'équipe de France, ce sont des joueurs qui ont fait une saison complète. Un joueur comme Ousmane Dembélé n'a pas eu énormément de vacances ou de plages de repos, donc ce serait important aussi de faire souffler. Michael Olise aussi, et vaut mieux garder ses forces avec du peps, parce que c'est une longue compétition. Et donc moi je le ferai débuter Ryan Cherki. De toute façon, il fait partie, on va dire, du groupe. Ils sont 13-14 à chaque fois postuler, que ce soit lui ou Barcola ou Doué. À chaque fois, ça va se jouer entre l'un d'entre eux. Mais moi, je le ferai débuter contre la Norvège. Margot ? Je le ferai débuter aussi, parce que le faire débuter, ce serait le challenger un petit peu. Et je pense que ça peut être bien à ce moment-là de la compétition, où il y a quand même un peu moins de pression. Alors, vous jouez quand même la Norvège, qui sera un premier test quand même, parce que la Norvège a fait une super campagne de qualif et avec Haaland est quand même porté par un super buteur. Mais j'aimerais bien, moi, le voir justement titulaire dans cette Coupe du Monde, voir comment il porte justement ce défi, parce qu'en sortant du banc, là, moi, il m'a pas impressionné. En tout cas, j'étais un petit peu déçue, parce qu'en sortant du banc, ça doit être un détonateur, il doit apporter quelque chose, ce qui n'a pas forcément été le cas, même si voilà, il y a un contexte, etc. Mais voilà, le voir titulaire maintenant, avec des responsabilités, j'ai envie de le voir. Moi, je suis d'accord avec toi. Elias, ton avis aussi, il y a été tranquille pour l'instant sur les entrées en jeu. On dit qu'il a pris en maturité. Il y avait quelques petits gris-gris, des petites choses à épurer quand même. Je pense pas que c'est une question de maturité ou quoi. Pour avoir revu son entrée, au début j'avais un sentiment un peu mitigé où j'avais l'impression qu'il avait perdu beaucoup de ballons. Au final,
Il y a que 3 passes qui sont des passes vers l'avant qui sont mal données. Mais je pense surtout qu'en fait, Cherki, c'est pas un joueur qui peut être utile en sortie de banc quand l'équipe de France gagne 3-0. C'est-à-dire que, comme l'a dit Margot, c'est un dynamiteur, on l'a vu contre l'Espagne. Et je pense que quand le rôle de l'équipe, c'est de conserver un score, Ryan Cherki, pour moi, il n'est pas dans son plein potentiel. Parce que justement, lui, il va chercher à se montrer offensivement. C'est lui qui doit peser justement sur le jeu de l'équipe de France. Et quand il faut garder un score, Ryan Cherki, c'est pas là où il est le mieux utilisé. Il va tenter quelques passes vers l'avant, mais quand ses coéquipiers, eux, n'ont pas l'envie d'aller tuer le match qui est déjà de toute façon plié, je pense que c'est pas la meilleure façon de le mettre. Donc c'est pour ça, Clément, je le mettrais titulaire aussi. Non, mais j'entends. Ça te parle, ça, ce point de vue-là? T'étais un peu comme ça aussi, Samir. Parce que technique, parce que ce grain de folie. En fait, à 3-0, c'est presque tellement plié que ça sert entre guillemets à rien. Le problème, c'est que j'étais un peu comme ça, mais pas autant que lui. Lui, je trouve qu'il est très nonchalant. Donc, quand tu rentres et que tu mènes 3-0, justement, il peut prendre le match un petit peu par-dessus le pied. Lorsqu'il a donné le bon exemple contre l'Espagne, lorsqu'ils étaient menés et qu'il est rentré, il a changé de suite la dynamique de l'équipe de France et il a été décisif. Et en plus, il est dans une position où il se dit « je suis le 12e ou le 13e ». En fait, quand je rentre, je veux me mettre en évidence. Voilà. Et il est là le problème. Et tu veux prouver. Exactement. Et des fois, de temps en temps, tu peux déjouer parce que tu veux trop en faire. On va partir aux États-Unis. Vous savez qu'on a toutes nos équipes. Bertrand Latour, ton ami Bertrand est sur place. T'as des nouvelles un peu, tout va bien aux États-Unis? Tu l'as vu ou pas? Mon téléphone. Ah oui, c'est vrai alors. Les amis, Samir Nasri a perdu son téléphone. Pour que Samir Nasri soit présent déjà ici aujourd'hui, ça a été une bataille. Mais comment tu contactes Samir Nasri aujourd'hui sans téléphone? Par contre, tu vas rallumer ton téléphone. Il aura le monde du foot sur le téléphone. Louis Vix, il est là ou pas, notre ami Louis? Je le vois pas. Bah si, il est là. Il est présent, il écoute tout ça attentivement. Comment tu sens un petit peu les choses? Enfin, au-delà de comment toi tu les sens, comment le staff sent les choses? On se dirige vers une titularisation ou pas de Ryan Cherki? Les infos avec toi. Bonjour à tous. Concernant les informations sur une potentielle titularisation de Ryan Cherki, il va falloir attendre l'après-midi parce qu'il n'y a pas eu de mise en place hier. C'était pas vraiment la tendance à ce que le milieu de Manchester City démarre ce match face à la Norvège, mais on en saura plus forcément cet après-midi parce qu'il y a aussi une volonté dans le staff à travers les propos délivrés par Samir il y a quelques secondes de ne prendre aucun risque avec Michael Olise ou encore Ousmane Dembélé qui cette saison avec le PSG n'a jamais enchaîné 3 titularisations d'affilée. Donc on en saura plus un petit peu plus tard dans la journée. C'est une possibilité qu'il démarre si d'aventure le staff venait à faire souffler Ousmane Dembélé. Il y aura des changements, ça on vous l'annonçait au lendemain de la victoire face à l'Irak, notamment William Saliba qui va souffler, tout comme Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni qui va effectuer son retour au milieu de terrain. Bien, donc il nous dit qu'il ne va pas débuter finalement. On va regarder la compo probable de l'équipe de France. Il ne sait pas. C'est pas la tendance, la compo probable, t'en penses quoi, Samir? On partirait, on va te la reproposer sur 5 changements, mais manifestement sans Ryan Cherki, la présence, ils sont là en jaune. Donc les amis en jaune pour que ce soit bien clair. Ton avis? Elle est très belle, l'équipe. Franchement, elle est très belle. Non, pour moi, c'est très important de faire souffler William Saliba, qui joue pratiquement blessé. Et après, oui, Théo Hernandez, Gusto, ça serait bien aussi, parce que je trouve qu'il peut apporter énormément offensivement. Tchouaméni, Koné, ça va être très costaud. Il faudra demander maintenant à Koné justement de se projeter vers l'avant, parce qu'en première mi-temps, quand il y avait Rabiot, Tchouaméni contre le Sénégal, j'ai trouvé énormément de difficultés aux Français justement de créer le lien entre la défense et l'attaque. Et après, devant les 4 devant, moi je sortirais quand même Dembélé et Olise, je ferais tourner quoi. Ouais, Margot? Non, Koné, je suis contente qu'il puisse enchaîner un deuxième match titulaire, parce que déjà contre l'Irak, je l'avais trouvé très intéressant offensivement, dans les duels, dans l'impact. Donc c'est bien de pouvoir le voir aux côtés de Tchouaméni cette fois-ci. Et après, pour le reste, c'est vrai que quand on voit l'équipe, on se dit... c'est vraiment la différence, je trouve, avec d'autres nations. C'est qu'on a 2 équipes, finalement. On a un banc. Enfin, je veux dire, quand tu fais sortir Olise, tu fais rentrer Cherki, tu fais sortir Dembélé, tu fais rentrer Barcola. Enfin, franchement, c'est un vrai luxe et c'est ce qui peut mener cette équipe de France vers sa 3e étoile. Juste un truc pour revenir sur Ryan Cherki, qui était la base du débat. En fait, il est condamné à quoi? Qu'est-ce qu'il peut ambitionner finalement dans cette Coupe du Monde si demain, Samir, tu le mets même pas titulaire face à la Norvège? C'est quand même compliqué.
On sait qu'il y a les 4 de devant et les autres, voire les 5 avec Barcola. Mais aujourd'hui, il est condamné à ça. S'il n'est pas titulaire face à la Norvège, il faut qu'il se mette dans sa tête que ce sera un super sub jusqu'à la fin de la compétition. Est-ce qu'il en est capable ? Et après, je pense aussi que s'il ne met pas titulaire contre la Norvège, c'est qu'il n'a pas envie que Ryan Cherki lui pose une équation où il va devoir faire un choix. Je pense que lui, dans sa tête, c'est arrêter les 4 de devant, avec une petite interrogation à chaque fois de savoir, je pense, par rapport à l'adversaire qu'il aura en face, si ce sera Barcola pour privilégier la profondeur ou Doué. Mais je pense qu'il n'a pas envie d'avoir mal à la tête, je pense. Donc c'est une sorte de rôle à la Fekir en 2018. Un petit peu, je pense. Oui, je pense. Parce que c'est quand même un rôle primordial. Et si à chaque fois tu changes, là tu as réussi en première mi-temps face au Sénégal en faisant le changement de mettre Olysée là, d'être un peu plus à l'aise. Je sais pas. En fait, Cherki, il n'a pas de chance non plus d'avoir Olysée dans le même secteur de jeu que lui, quoi. C'est-à-dire que je pense que normalement Cherki aurait été l'élément dynamiteur de l'équipe de France sans aucun problème. Si Olysée jouait dans sa position préférentielle à droite et Dembélé qui est un peu plus en difficulté à ce poste-là, je pense que Cherki aurait pu le concurrencer. Mais là, malheureusement, Olysée, c'est vraiment son équipe aujourd'hui dans le cœur du jeu. Donc ça va être vraiment compliqué, franchement, pour Cherki pour débuter un match aujourd'hui. Ça va être très compliqué. Je me pose une question, Samir. Est-ce que le profil d'Olysée, qui est aussi plus complet d'un point de vue défensif, quand l'équipe de France n'a pas le ballon, est-ce que ça pèse pas quand on a un adversaire comme la Norvège aussi pour faire un choix ? Non, mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Olysée, il a une VMA, il a un coffre qui est beaucoup plus important que celui de Ryan Cherki. Il défend. Quand on regarde même en préparation, les mecs, quand ils faisaient le petit reportage avec la Fédé, ils te disent que Michael Olysée et Malo Gusto, c'était de lapin qui ne s'arrêtait pas de courir. Donc il est capable de faire les efforts défensifs. Après, sur sa saison en elle-même, il est quand même meilleur passeur d'Europe. Donc c'est un peu compliqué d'être concurrent avec lui. C'est dur de s'en priver, quoi. Et Samir, tu penses qu'à l'avenir, puisqu'ils ont tous à peu près le même âge, Olysée va pas s'arrêter demain de jouer en équipe de France, Dembélé non plus, Mbappé non plus, Barcola non plus. Quel rôle il peut avoir Cherki dans le futur, puisqu'il risque d'être remplaçant en fait à longue durée, quoi. Déjà, il y aura un nouvel entraîneur. Ouais, qui aura une autre vision aussi. Est-ce qu'il sera capable de modifier un petit peu le secteur offensif ? Parce que si tu veux faire jouer tout le monde, en fait, et tu veux faire jouer Cherki, la solution, ça aurait été de mettre Mbappé à gauche, Dembélé dans l'axe dans son poste au PSG, Olysée à droite et Cherki en tant que numéro 10. Et là, tu as tout le monde qui joue à des postes, on va dire, préférentiels. Est-ce que le nouveau sélectionneur qui sera mis en place pourra faire ça ? Là, aujourd'hui, Deschamps s'est arrêté sur un système et pour l'instant, ça lui donne raison. Donc, non, on va continuer à lui faire confiance. Et à Ryan Cherki, à chaque entrée, en fait, à chaque fois qu'il a une opportunité, à lui d'essayer de poser des doutes dans la tête du sélectionneur pour essayer de changer la dynamique. Louis, le mot de la fin sur ce sujet ? Non, ce que l'on sait, c'est que le staff n'a pas aimé son entrée en jeu face à l'Irak et en même temps, le staff a bien conscience du côté imprévisible et de la capacité à rebondir de Ryan Cherki. Il avait été excellent face à Nantes. Après, il a souffert aussi forcément de l'émergence de Michael Olysée, mais on verra cet après-midi parce que le staff n'a pas encore tranché. Vous savez ce qu'il s'est passé malheureusement avec Didier Deschamps et à distance avec Guy Stéphane. Ils vont mettre en place l'équipe qui démarrera cet après-midi et l'équipe qui démarrera donc face à la Norvège ce vendredi. Merci beaucoup Louis, on revient te voir dans un instant parce que deuxième débat autour de France-Norvège toujours. Première place, objectif prioritaire ou pas ? Pardon, j'ai une petite question. Non, c'est pas mort, vas-y, je t'en prie. Est-ce que le sélectionneur sera de retour pour le match ? Alors bonne question Louis, est-ce que Didier Deschamps, endeuillé après le décès de sa maman, sera de retour pour le match ? Je crois savoir que la réponse est non, mais tu nous le confirmes. Non, il sera de retour a priori au lendemain du match. Didier Deschamps, c'est Guy Stéphane qui aujourd'hui va assurer toutes les activités et qui dirigera l'équipe face à la Norvège. La Norvège, justement, on en parle. Est-ce qu'il faut à tout prix, Samir, terminer premier ? T'as compris un peu le principe. Premier, bonne chose, mais bon, en 8e, t'aurais potentiellement l'Allemagne. Mais en même temps, si tu termines premier, tu as moins de déplacements. On va te proposer un peu les deux solutions, soit la première place, soit la deuxième place. Et cette petite animation va nous permettre à tous d'y voir beaucoup plus clair. Comment faut se positionner là-dessus ? Est-ce que c'est déjà véritablement un enjeu d'ailleurs ou pas pour toi ? Pour moi, première place, important. Première place, important, juste pour le camp de base en fait. Ouais. Le camp de base, moi je sais que c'est jamais évident de refaire toutes ces affaires et de déménager. Après, sur la différence d'adversaire,
et que tu termines premier ou deuxième, tu vas te taper que des gros de toute manière. Suède-Côte d'Ivoire, on dit quoi? C'est kiff-kiff? C'est plus dur Côte d'Ivoire. Si tu as à choisir, plus dur Côte d'Ivoire. Allemagne-Brésil, c'est plus dur Allemagne. C'est plus dur. Mais le Brésil, bon, tu vas me dire. C'est plus dur Allemagne. Non, c'est plus dur Allemagne. Ok. Et puis après, bon, là, on est sur de la grande projection à partir des quarts de finale. Ça commence à se valoir aussi un peu de partout. Angleterre, Espagne, Argentine. Ouais. Vaut mieux terminer premier. Au moins, si tu arrives en finale, eh ben, tu peux te faire un remake contre l'Argentine et prendre ta revanche. Puis t'envoies un message aussi, ça compte. Bien sûr, de ne pas perdre dans ta phase de groupe, d'être vraiment le titulaire le favori qui assume ses responsabilités. Non, pour moi, c'est important. Tu envoies un gros signal. Et si tu termines premier, Samir, tu voyages moins aussi. Donc tu restes dans ton camp de base. Ça peut avoir son importance parce que si tu termines deuxième, pour le coup, tu es sur la côte ouest. Si je ne dis pas de bêtises, avec une logistique beaucoup plus lourde, même pour les organismes et voilà, pour l'organisation de l'équipe de France. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Maintenant, c'est vrai que si tu veux gagner la Coupe du Monde, quel que soit ton parcours, que tu termines premier, deuxième, de toute façon, il faut taper tout le monde. Hein, mais donc, surtout, je crois que l'équipe de France sur les grandes compétitions, à part l'Euro 2024 où tu as terminé deuxième, je crois que Didier Deschamps a toujours terminé à la première place de ces groupes, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que pour la confiance... Après, être premier ou deuxième, premier c'est important parce que de toute façon, l'équipe de France sera prête. Pour moi, ils étaient dans le groupe, on va dire, le plus difficile avec celui de l'Allemagne, Côte d'Ivoire et l'Équateur. Donc non, ils seront prêts de suite. Et premier, c'est mieux, je pense, de garder ses habitudes dans son camp, c'est important. On parle de l'équipe de France de manière plus globale. Dans un instant, Samir, ce sera le conseil de classe. Tu vas nous noter les superstars de cette Coupe du Monde. Mais parlons quand même déjà un peu de Kylian Mbappé. Est-ce que tu l'imaginais, j'ai envie de dire, aussi fort et aussi présent là sur ces deux premiers matchs? Est-ce qu'il te surprend? Non, il ne me surprend pas. Ok. Non. Parce que tu sais que c'est le Mbappé Coupe du Monde. Mbappé Coupe du Monde, ce qu'il a fait en 2018, ce qu'il a fait en 2022, il est dans la lignée. Peu importe ce qu'on dit sur lui ou sa saison, ça reste son équipe. Et lorsqu'il y a cette compétition, il arrive à mettre le bouton et à switcher. Donc non, je suis pas surpris de le voir à ce niveau de performance et être aussi décisif. Parce que si on regarde bien après ces matchs à la loupe, sa première mi-temps face au Sénégal, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout. Mais c'est le joueur plus qui va te mettre une frappe de 30 mètres dans la lucarne, qui va te faire la différence. Comment tu as trouvé justement la relation entre Mbappé, Olysée, Dembélé notamment? J'ai bien aimé, surtout en deuxième mi-temps. Parce que moi, au stade, je vais toujours vous dire par rapport au stade, parce qu'au stade, je l'ai vraiment vu. Moi, j'ai trouvé sa relation avec Olysée très belle. Il y a une passe d'Olysée où il doit la mettre aussi. Non, franchement, j'aime beaucoup cette relation. Et normalement, quand tu es un joueur technique, c'est ce que tu recherches. Tu cherches une petite connexion ou avec des joueurs où vous comprenez, vous jouez le même football. Et qu'est-ce que tu penses du fait que Deschamps, sur les 3 premiers matchs, n'ait pas aligné la même équipe? Alors que déjà, de base, on sait qu'il a un 11 type qui bouge rarement dans les compétitions, sauf à certains postes, on a vu Pavard en 2022 peu on est souvent très en phase avec ce que Deschamps pense. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus illisible, quoi, non? Le problème, c'est que ça a été une saison très longue. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs l'été dernier. Donc, je pense qu'il fait ça pour gérer aussi les organismes. Il a eu aussi... hasard du calendrier, mais tu as joué le Sénégal, tu joues l'Irak le deuxième match, tu peux te permettre de faire tourner pour justement aligner une équipe on va dire à prime pour le dernier match, pour essayer de jouer la première place. Donc maintenant, je trouve sa gestion du groupe pour l'instant très bonne, la vérité. Tu trouves pas que ça peut être un peu problématique peut-être sur la continuité des performances des joueurs? Je pense pas, parce que je pense qu'à partir des 16e, il y aura le 11 type et même les remplacements, je pense que ce sera toujours les mêmes jusqu'à la fin de la compétition. Un petit mot juste, parce que Louis voulait nous parler de Kylian Mbappé, parce que Louis, il le voit quand même tous les jours à l'entraînement. Raconte-nous un petit peu, Louis, ce que tu voulais nous dire sur la forme de notre capitaine. On n'a pas la chance malheureusement d'échanger avec lui au quotidien. On aimerait bien, mais l'impression qu'il renvoie depuis le début de cette compétition, elle est ultra positive et évidemment qu'il y a une différence assez flagrante entre toutes les critiques qu'il subit depuis maintenant plusieurs saisons en club et ce qu'il délivre là depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est sa compétition. Samir n'avait aucun doute sur le fait qu'il répondrait présent, mais au sein du groupe, des retours que l'on a, c'est vraiment un Kylian Mbappé ultra impliqué. On a vu des petites séquences par exemple dans l'avion du retour où il débriefe certaines séquences tactiques en compagnie de Guy Stéphane et de Michael Olysée. Et voilà, c'est un Mbappé qui est en mission, ça c'est une certitude.
Samir, moi j'ai une question encore pour toi. Quel est le point faible à tes yeux de l'équipe de France depuis le début de cette Coupe du Monde ? Je vais dire les latéraux. Ils m'ont pas fait forte impression. Non, pareil, ouais. Je vais dire les latéraux. Moi, j'aime beaucoup le début de Coupe du Monde de Rabiot au milieu. Manu Koné, t'as dû bien aimer. Ouais. J'aime beaucoup Manu Koné. Moi, je trouvais même ça injuste parce que, au vu de la saison dernière, ses performances en équipe de France et tout, ils ont toujours été très bonnes. Je trouvais ça injuste qu'il avait perdu sa place. Donc, mais je vais dire que c'est les latéraux. Ouais, pour moi, le point faible. Et Maignan, que j'ai pas trouvé rassurant face au Sénégal. C'est un point faible, les latéraux, ou c'est simplement le domaine dans lequel on est moins fort ? Est-ce que tu vois la nuance ? Je vois non, la nuance. Pour toi, c'est un point faible. Non, c'est pas un point faible. On va dire que, par exemple, je vais toujours le prendre en exemple parce que pour moi, l'Irak, c'est pas un bon exemple. L'Irak, c'est pas un adversaire qui peut te mettre en difficulté. Mais par exemple, face au Sénégal, moi, j'ai trouvé qu'en début de match, la sortie de balle des Français était très mauvaise. Elle était très mauvaise parce qu'on envoyait Koundé très haut là-bas. Et pour libérer un petit peu Olysée, mais Olysée redescendait beaucoup trop bas pour toucher les ballons. Donc il n'était pas dans les zones où on en avait besoin. Je trouve que les latéraux sur le premier match, pour moi, il manquait de qualité technique pour pouvoir justement combiner dans les sorties de balles. J'aurais bien aimé voir sur le match, par exemple face au Sénégal, quand tu te dis d'aller fixer très haut, moi j'aurais préféré avoir Zahir Emery, qui a une qualité technique supérieure à celle de Koundé, pour pouvoir justement créer le décalage. Donc pour moi, je ne vais pas dire que c'est une faiblesse, je ne vais pas dire que c'est le point faible de l'équipe de France, mais c'est, on va dire... Ouais, à surveiller. À surveiller. Samir Nasri avec nous, Elias dans un instant. Vos questions, on vous le rappelle, à Samir sur le chat, sur toutes les plateformes. On essaye et on est là pour relayer vos interrogations. Elias. T'aurais mis Zahir Emery arrière droit ? Parce que au vu du statut de Koundé, je pense que ça aurait été compliqué pour le groupe peut-être de partir avec Zahir Emery à droite, non ? Pour moi, tu me parles de statut. Pour moi, le statut, c'est... Tu me parles pas d'âge, tu me parles pas de statut, tu me parles de rien. Le statut, pour moi, c'est Mbappé, c'est Olysée. Pour moi, Koundé, c'est une variable. Il peut sortir. C'est que Koundé, il se dit qu'il y a un joueur qui est pas à son poste de prédilection, qui est plus fort que lui. Il a joué toute la saison ce poste-là, même si c'est pas son poste de prédilection. Non, sûr, à ce poste-là, il a quand même fait une demi-finale de Ligue des Champions exemplaire aller-retour. Gusto derrière aussi qui pousse, qui se dit encore. Gusto, attention, sur sa qualité technique, il peut apporter vraiment un plus. Mais par exemple, moi, je te prends l'exemple du Sénégal parce qu'il y a eu ce truc où Koundé allait toujours très haut. Dans ce cas-là, je préfère avoir un joueur qui est plus à l'aise techniquement. Lui, c'est un milieu de terrain de formation, son poste de prédilection, qui peut rentrer intérieur, qui va créer ce décalage. Et justement, si lui rentre intérieur, ça va libérer Olysée pour qu'il puisse être à 1 contre 1. Le seul problème, c'était dans la sortie de balle. En fait, tout dépend de l'adversaire que tu auras en face et comment tu veux ressortir le ballon. Pour moi, c'est là qu'il doit faire ses choix. Et côté gauche, t'es plus Hernandez ou Digne, du coup ? Ça dépend. Ça dépend de qui tu mets côté gauche. Si tu me mets Barcola, je vais vouloir mettre Lucas Digne. Si tu me mets Désiré Doué, je vais vouloir garder peut-être Théo Hernandez parce que Désiré Doué va plus rentrer axial. Il va libérer le couloir pour Théo Hernandez qui peut utiliser sa vitesse. Alors que Lucas Digne, pour moi, c'est un joueur qui est à l'aise techniquement. Si tu as Barcola qui va rester que sur son côté, je préfère avoir Lucas Digne derrière lui. Samir, on doit te présenter quelqu'un d'important désormais. C'est Nouki. Alors Nouki à Canal, c'est c'est le chien. C'est le chien pronostiqueur. Vous êtes sérieux? On a notre Paul Le Poulpe, alors. Et Nouki va chercher, il va pas chercher le nonos, mais regarde, il va pronostiquer France-Danemark. C'est vrai, il est pas ouf, Nouki? Il est pas foufou, non. Bon, quand même, à chaque fois que je le vois, il a les bons pronos, non? Il a eu quelques trous. Ah d'accord, avec Nouki forcément. Nouki qui pronostique une victoire donc de l'équipe de France. On sait pas ce qui se passe derrière, s'il n'y a pas un mec qui fait « Ouh, viens manger là !» Ah non, il y a un huissier de justice présent. Maître Bossa. Qui est notre rédacteur en chef, on le salue, qui est là. Chien, non, alors c'est pas son chien. Mais on n'a pas le droit. Je crois que c'est les chiens d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, et qui souhaite garder l'anonymat parce qu'après tu comprends la notoriété, etc. C'est compliqué. Samir, on va jouer à présent, vous jouez avec nous, on va jouer à un jeu, ça tu vas kiffer, c'est les CV. On va te raconter et on va te sortir des CV de joueurs, des joueurs présents à la Coupe du Monde. Hein. Okay. Et tu dois les retrouver. Wow. Tu dois deviner. Non mais t'es un... Alors non mais...
il est modeste. C'est un Non, monstre. non, je suis meilleur Alors, sur, Samir, t'as une culture foot de martien. Ouais, mais ça dépend. Vas-y, Non, mais on a le temps. On va mettre la petite vas-y. musique d'ascenseur, tranquille. T'as pas de pression de temps. Tranquille, Bon, ouais. c'est au bout d'une minute ou deux, il n'y a pas. Moi, on m'a c'est dit bon, voilà. que t'étais trop fort, donc j'ai mis un mec trop dur. Je te le dis tout de suite. Ok. Vas-y, commence, vas-y. Ok. Donc, il participe à la Coupe du Monde, évidemment. Alors, Mais si tu me sors un joueur de la Nouvelle-Zélande, ça on va Non, gagner. mais attends, est-ce que je peux voir qui? Est-ce que je peux voir? Ah, Est-ce que tu je joues peux- pas, toi Non, moi je joue pas. ah, bah, Non, je on l'ai a pas dit- noté parce que vu que tu triches à chaque fois, Non, donc je non. te l'écris. Attends, regarde. Attends, je vais te dire sur. Ah, mais oui, moi mais aussi, ça tu vas va. l'avoir. Tu vas Ça l'avoir. marche. Ok. Ok. Alors, Samir, j'ai disputé 4 matchs avec toi dans ma carrière Oh! Avec moi. et j'ai 135 sélections. J'ai démarré en pro à 17 ans. Mon idole, c'est Zlatan, auquel on me comparait d'ailleurs quand j'étais plus jeune. J'ai disputé, j'ai surtout joué dans 6 championnats différents, dont la Chine, notamment. J'ai aussi déjà marqué dans ma carrière contre Marseille. Il l'a. Arnaud Tobé. Oui, papa! C'est incroyable. Franchement, Mais bien sûr, alors allez, Et pas je si t'explique. simple, hein. Je t'explique, ça, on peut en faire 20 à la suite, je pense qu'il y aurait 19 sur 20. Elias, à toi. Alors, je suis né presque en 2000. J'essaie de. Attends, juste, je suis en train de me dire, t'as joué avec Arnautovic. À West Ham. Ah ouais, 4 matchs avec. Ok. Ouais. Lui, il s'en souvient. Toi, tu t'en souviens ou pas? Ouais, c'est mon pote. C'est vrai. Et dès Ouais, qu'il je dit l'aime Chine, il a tilté. Et Hein. t'as toujours, par exemple, avec lui, toujours des contacts? Ben avant, ouais. Il a plus de téléphone, le gars. Et je pense à ça. Edin Dzeko, t'as joué aussi avec lui? Aussi. Toujours un peu, là, t'observes, t'as Un peu forcément. moins, Edine. Ok, Un peu moins parce que non, la on s'est famille. quitté- Non, on s'est quitté il y a longtemps. Attends, je peux juste dire un truc Vas-y, que je t'en j'allais prie. dire. J'allais te dire, en 2012, j'ai dérapé lors d'un contrôle de police où j'ai déclaré à l'officier « J'ai tellement d'argent que je pourrais racheter ta vie. » Véridique, apparemment. Il a dit ça. Non, mais nous on l'appelait mini bras. Non, C'est un peu provocateur. ouais, très. Bon, je suis né entre 1997 et 2002. Je suis suisse, mais j'ai une double nationalité. J'étais notamment formé au FC Bâle avant d'exploser en Allemagne, où j'ai notamment joué à Schalke. J'ai ensuite été transféré en France, sur le Rocher monégasque. Mbolo. Ouais. Ah, je pense à Mbolo. Alors, pour le coup, tu vois, ouais, non, mais tu as été tranquille. J'ai dit, Non, mais c'est j'ai dit bien. 2 clubs. Hein. Non, mais il faut de tout aussi. Il est né en quelle année 97. Eh ben, Samir, j'ai 25 ans. Mais il a une oreillette. Non, là où il est fort, c'est que quand t'es tout. Même si, voilà, là, on est entre nous sur les réseaux, mais t'as toujours la petite pression du direct. Ça Bien peut te sûr. faire perdre tes moyens. Samir, il est costaud. Pour l'instant, c'est un sans faute. Samir, j'ai 25 ans. Oui. Je suis né en France. J'ai d'ailleurs connu l'équipe de France moins de 18, moins de 19, les espoirs. Ah ouais, c'est qu'il s'est barré, il est plus avec l'équipe de France. hein. Bien, il est malin. J'ai débuté en Ligue 1 avant de partir en Angleterre. D'ailleurs, en Angleterre, j'ai notamment été entraîné par Gary O'Neill, ancien entraîneur du Racing Club de Strasbourg. On parle de l'équipe de France, on en parlait, tu l'as compris. J'évolue désormais pour une autre sélection. Je vais d'ailleurs disputer un match décisif pour atteindre les 16e de finale. Quelle nation et quelle sélection va disputer un match décisif pour les 16e de finale? Il y en a plein, hein. Il y en a plein, mais Mais je pense qu'on est en Algérie, non? on est totalement en Algérie. J'ai... Bon, là, si je te donne... Non, ça, tu vas la... ça, si je te donne ça, tu vas l'avoir. Tu veux son poste? Aït Nouri. Ryan Aït-Nouri. Franchement, c'est très, très, très fort. c'est trop fort. Parce que tous ces joueurs-là, on les connaît, mais c'est ce qu'on dit toujours. Mais Les quand tu as dit Gary retrouver... O'Neill, pour moi, Wolverhampton. Et Ouais, mais tu vois, c'est là où t'es malin, parce que je pense que... Alors moi, tu me le dis, je mets 2 jours à le trouver, tu vois. Donc finalement, je le trouve pas. On fait un truc en impro, est-ce que t'en trouves un et t'essayes de nous le faire deviner comme ça? Un joueur qui dispute la Coupe du Monde, mais il faut que t'aies un petit peu les éléas, et puis t'as même pas de téléphone pour aller sur la fiche Wikipédia. T'en as un? T'essayes de nous le faire deviner ou pas? Attends, Ah oui, non mais si tu rallumes ton iPhone, que t'as été chercher à... Non, mais j'ai. tu veux en taper un sur mon téléphone ou pas? Ouais, non, t'inquiète. Ok. Ah oui, si, t'as quand même récupéré. Ah oui. En remplacement, il a. Ouais, enfin là, il est en train de Ouais, déverrouiller il- l'iPhone, rentre ton code PIN. Tu sais quoi, le temps que tu le Ça y est, cherches, ouais. C'est bon, il non, a prends le temps de la réflexion. Vas-y. Louis Vix, parce que quand même ça c'est important. Est-ce qu'il est toujours sur le banc? Louis, il est comme Ryan Cherky, il est sur le banc, Louis Vix. Info quand même concernant Louis Vix sur le banc avec la petite musique d'ascenseur. On peut la remettre la musique avec Louis. Au début, je croyais qu'il était au golf, moi. Ah, ouais, il est sur un 18 trous peinard. Est-ce que vous avez...
Est-ce que vous avez des infos sur la composition de la Norvège? On était tellement focalisé sur les Bleus qu'on en a oublié les Norvégiens. Grosse équipe ou pas? Et après le quiz de Samir. Pas sûr, en discutant avec des confrères norvégiens hier, il se pourrait qu'il y ait une grosse rotation, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, et c'est normal, de la rotation à venir concernant nos Bleus, mais la grosse équipe norvégienne, pas sûr qu'on la voit demain. Alors Haaland devrait démarrer, ça c'est une certitude, mais dans le reste de l'ossature, eh bien, on privilégierait évidemment le 16e de finale qui aura lieu 4 jours seulement après ce match demain. Ok Louis, merci pour les infos importantes donc. Samir, est-ce que tu as ton joueur? Ah non, elle était trop rapide là. Ah, alors on va remettre une pièce. On va remettre une pièce avec Louis. Non mais voilà, on n'aura pas demain manifestement l'équipe type. Finalement, on aura un peu de turnover comme pour nous en équipe de France. Bon, on peut s'y attendre en même temps, même si moi je trouve qu'on prend ce match contre la Norvège un peu par-dessus la jambe. Quand je lis en tout cas certains commentaires ou quand j'entends à droite à gauche, parce que la Norvège c'est quand même une belle nation. Hein. Si je vous rappelle son parcours lors des qualifications, ça a été l'une des meilleures équipes. Ils ont Haaland, ils ont Odegaard. Il dit que voilà, on est déjà gagnant déjà de la Coupe du Monde et en plus du match contre eux. Donc, Pour moi, c'est un mini-test. Grand moment. Dans un instant, les notes de Samir Nasri, mais d'abord le joueur de Samir. Samir. Simple, je vous fais un simple. Ah, tu ne prends pas non plus pour des jambons, quoi. Un simple. J'ai 26 ans. Lamine Yamal, bon. Non, j'ai 26 ans. Je suis né le 8 juin 2000. Ça vous va? Ok, donc j'ai 26 ans, voilà. Voilà, j'ai commencé en AC Breda de 2019 à 2020. Aux Pays-Bas. Voilà, j'ai fait 16 matchs pour 4 buts. Donc il est néerlandais? Peut-être. Okay. Non, il n'est pas néerlandais. Peut-être, non. Il est marocain, je pense. Il a signé en Angleterre. Je ne vais pas vous dire son club encore. Il a signé en Angleterre un contrat de 6 ans, mais il a été prêté 2 saisons. La première saison, il a été prêté à Ereven de 2020 à 2021, avant d'être prêté en Angleterre à Blackburn Rovers de 2021 à 2022. Il fait 32 matchs, il marque un but. Au moins, ça vous donne des... Voilà, c'est pas un attaquant, ou alors c'est un attaquant médiocre. Mais s'il est à la Coupe du Monde avec son pays, c'est que non. Et en 2026, il a signé à Tottenham. Ah, je l'ai. Non, je ne suis pas sûre. Attends, il vient de signer à Tottenham. Il est beau gosse. Pour l'année prochaine. Il est beau gosse ou pas dans son CV? Et je sais pas. Parce qu'après, ça, c'est les goûts. Ah, je te demande s'il est beau gosse. Je sais pas. Fais voir juste la photo pour voir. Ah non, juste la photo. Non, je vais voir le nom. Est-ce que son prénom commence par un M? Il a un prénom français. C'est peut-être pas lui alors. Michel. Non, alors j'ai honte. Les transferts de. Continue. Je crois qu'il a fini. S'il continue, il te donne la réponse. Exactement. En fait. Moi, les transferts. Vous voulez que je vous dise où il joue la saison dernière? Ouais, dis-moi. Ça va vous aider. Il joue à Brighton. Ça nous aide pas tant que ça. Si. Bah vas-y. Milieu? Non, c'est un défenseur. Ah, c'est un défenseur. Néerlandais. Et oui. Je suis passé à côté. C'est pas Mickey Van de Ven? Non. Ok. Van de Ven il était était déjà à Tottenham Tottenham l'année dernière. J'ai pas. Van Ecke. Ah ouais. Putain, mais moi j'ai. Je croyais que c'était Mickey, moi. Tu l'avais Laurent dans l'oreillette ou pas? Alors Louis Vix sur le banc. Louis Vix, tu l'avais. T'avais le joueur de Samir. Putain. Bah oui, ça fait 3 minutes que je réponds. J'ai pas je crois que fait c'était gaffe. Mickey Van de Ven, moi, mince. Eh non, il a ça fait que je te Wolfsburg demande. avant. Ouais. Van de Ven. Mais pour ça, je Bien. me demandais s'il était beau gosse, s'il a été élu joueur le plus beau gosse de D'accord. Van de Ven est plus beau gosse que Van Ecke. Ouais. Bien, c'est l'heure à c'est le goût des présent. couleurs, ça. Roulement de tambour du conseil de classe, les notes de Samir. Et pas que, non? On est là pour te régaler. Tu connais. Bon, il y a des superstars dans ce mondial. On va t'en proposer 10, les 10 plus grandes, et tu vas nous donner sur 10, pour l'instant, une note. C'est assez basique, mais ça nous permet aussi de développer un petit peu. On commence évidemment par l'homme qui a marqué tous les buts de l'Argentine pour l'instant. C'est Léo Messi, 39 ans. Voilà, une note sur 10 là après 2 matchs de compétition de Coupe du Monde. 10. Ok, 10. Pas tout qui est parfait, mais pour moi, il est vraiment au-dessus des espérances. Beaucoup de gens se posaient la question s'il allait avoir le niveau après être parti en MLS. Il répond présent et en fait, il a une équipe de soldats qui est là que pour lui. Et en plus, je trouve cette équipe d'Argentine très cohérente, très très solide. Son milieu de terrain, Enzo Fernandez, McAllister et De Paul, qui, sur le premier match contre l'Algérie, je l'ai trouvé
très très fort. Non, 10 sur 10 parce que pour moi, il est au-dessus de ce que j'espérais pour lui. Tu sais que tu as joué 10 fois contre Messi. On parlait de 10 sur 10. Et il m'a mis combien de buts? On n'est pas loin de 12 ou 15, je crois. Et raconte-nous, parce que nous, on le voit à la télé, quand il est à 5-10 mètres de toi, même parfois à 1 mètre. Raconte-nous ce que tu vis à ce moment-là, ce que tu ressens quand il est dans ta zone et que tu le vois en plein exercice. Non, Messi Prime, c'est intouchable. T'es là. Et en fait, limite, t'admires ce qu'il va faire. Tu vois aussi la peur et la crainte de tes coéquipiers parce que, waouh, à chaque fois qu'on a joué contre lui, c'était il faut que tu viennes m'aider, il faut faire des prises à 2, il faut faire des prises à 3. Mais non, il y a rien à faire quand il est dans un bon jour. Non, c'est vraiment très, 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 très fort. Ce qui est fou, et je dis pas ça pour te brosser dans le sens du poil, mais techniquement, tu fais partie du très très haut du panier, et même un mec comme toi sent que même à ce niveau-là, je vais pas dire qu'il y a un gap, mais en tout cas que c'est encore le niveau au-dessus. Non, tu vois. Sur quoi il fait la différence? C'est la régularité. Prise de balle aussi, sur des petites choses. Mais lui, c'est la régularité, lui, c'est tous les matchs. Nous, je parlais pour moi, je pouvais te faire ça, et après, et pendant 4 matchs, je suis un peu moins bon. Lui, non, lui, c'est tous les matchs, tout le monde sait ce qu'il va faire, il y a des plans contre lui à 3, à 4, et le mec... on joue cette anecdote et après on passera sur un autre joueur. On joue contre le Barça, je crois que c'était l'année 2009-2010. Et on fait match nul à l'aller 2-2 et on fait le retour au Nou Camp. Son ami Gabriel Milito, il fait une erreur. On mène 1-0 très tôt dans le match. Milito, il va le voir et lui dit s'il te plaît, il faut que tu essaye de gommer mon erreur, il faut que tu nous qualifies. Il lui a dit ne t'inquiète pas. Il nous a mis 4 buts, on a perdu 4-1. Incroyable, c'est fou. Après, il y a rouge quand même, non? Non, c'est pas sur celle-là. Non, je parle le premier match de sur le premier match. Tu lui mets rouge ou pas? Tu peux lui mettre rouge, mais après, c'est Messi. La VAR, elle va réfléchir à 2 fois avant de lui mettre un carton rouge. Il est aux États-Unis en plus, donc non. Samir, quelle note tu mettrais à Cristiano Ronaldo, 41 ans? Compliqué. Tu notes les 2 matchs, tu notes que le deuxième. Compliqué. Je vais lui mettre 6. Je vais lui mettre 6 parce que bravo à lui pour les 2 buts face à l'Ouzbékistan, de marquer à son âge. Et je suis obligé de lui mettre que 6 parce que sur le premier match, j'ai trouvé qu'il a fait son âge, justement. Donc voilà, mais j'espère vraiment qu'il pourra faire une belle Coupe du Monde avec son équipe. Le Portugal a énormément de talent et mériterait, lui, pour l'ensemble de sa carrière, de sortir sur une bonne note. T'as pensé quoi, juste rapidement, des critiques qu'il a subies? Est-ce que tu trouves que certaines sont justifiées ou pas? Certaines sont justifiées, certaines sont un petit peu exagérées. On a même parlé un petit peu de conflit d'intérêt avec le coach parce qu'on parle de lui à Al Nasser. Je pense que Roberto Martinez, c'est quelqu'un d'intègre et qui ne fait pas jouer Cristiano Ronaldo parce qu'il espère un contrat à Al Nasser. Mais après, je peux comprendre parce que les Portugais, ils ont énormément d'ambition. Quand ils voient leurs joueurs qui étaient au PSG, qui font des saisons fantastiques, ils ont Bruno Fernandes qui est le meilleur passeur de Première Ligue, ils se disent qu'ils peuvent réaliser de grandes choses. Donc je peux comprendre les critiques, mais il ne faut pas oublier aussi tout ce qu'il a apporté pour son pays. Et moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que s'il pense qu'il ne peut pas apporter autant, mais d'avoir un rôle un peu moindre et d'apporter quelque chose à chaque fois dans le groupe, ça peut être aussi intéressant. Quelle note tu mettrais à Harry Kane? Rapide là sur Kane. Harry Kane, je lui mets 7, 6,5, 7. Sur son premier match contre la Croatie, je l'ai trouvé très bon. Contre le Ghana, à l'image de son équipe, il a pas réellement existé face à la défense des Black Stars. Il a une occasion monstre de gagner le match pour son équipe, il la met au-dessus. Donc, on va dire un très bon match et un match moins bien. Donc, voilà, on est au-dessus de la moyenne, mais on n'est pas très... Ok, donc pour l'instant, 6,5 à Harry Kane. On a dit combien? CR7 6 et Messi 10. Ouais. Et quelle note tu mettrais à Haaland? Haaland, alors... Est-ce que je me base sur ce qu'il apporte dans le jeu ou sur son efficacité? Je vais lui mettre 8. Je vais lui mettre 8 parce qu'il répond présent. Sa première grande compétition internationale. Il marque, il est décisif pour sa sélection. Et puis, en plus, j'aime le bonhomme. Je le trouve sympathique et je le trouve rafraîchissant. Donc,
J'espère que sur le prochain match, il ne brillera pas, mais non, je lui mets un bon 8 à Nantes. T'avais des bonnes notes, toi, à l'école? Là, je fais une parenthèse. Comment il était le... C'est ce que j'avais cru comprendre. Très bonne note, jusqu'après un moment donné où... à quel moment donné? Quand t'as su, quand on m'a dit je cherche un Maradona et pas un Einstein, c'est pas rentré dans l'oreille. L'école était très importante dans sa famille. Bien sûr. Exactement. Et on s'en est rendu compte dans le reportage Canal qui t'est dédié à toi et à toute ta famille, disponible évidemment sur l'application Canal. Là, rapidement, juste une note. Vinicius, comme ça. Vinicius, 8,5. Ok, Vinicius, 8,5. Lamine Yamal, qui n'a pas marqué, qui est entré lors du premier match, qui a marqué dans le deuxième. 7, parce que j'attends de voir encore sur un deuxième match. Il n'a pas eu 2 matchs comme les autres pour pouvoir s'exprimer. Olysée, combien tu lui mets? Olysée, je lui mets un bon 8. Ok. Michael Olysée, un bon 8. C'est vrai que la connexion, on voit qu'il y a un... Il y a un truc qui commence à se créer. Exactement. Et pour le coup, il y a une équipe de France avec ou sans cette connexion-là, Olysée-Mbappé. Ousmane Dembélé, c'est l'avant-dernier joueur là à noter. Comment tu le trouves depuis le début de la compétition? Ousmane, je vais lui mettre 7. Premier match, j'ai pas aimé son match, mais il était à l'image de l'équipe qui a eu du mal à exister lors de la première mi-temps, donc c'est un peu délicat. Je l'ai trouvé meilleur face à l'Irak. Et oui. Et Neymar, tu lui mets combien? Ah, pas mal ça. Neymar qu'on n'a pas vu longtemps dans cette Coupe du Monde, mais qu'on a vu je l'ai vu hier lors de son entrée au début. Dis la vérité absolue, est-ce que tu as regardé? Ouais, j'ai regardé, non. Ok. Oh, non, j'ai regardé le match. Je me suis endormi. On l'a vu que 25 minutes. J'ai regardé le match entier. Au début, j'ai eu de la peine pour lui. Premier contrôle. Je l'ai trouvé lourd, je l'ai trouvé empâté un petit peu. Et au fur et à mesure du match, je l'ai trouvé un peu mieux. Il a eu une position de frappe. Dans les coups de pied arrêtés, il était très intéressant. Après, il avait ce truc où il voulait être un petit peu de partout, décrocher un peu bas pour toucher les ballons, pour se mettre en confiance. Mais j'espère vraiment qu'il va monter en puissance parce que là, je trouve que c'est physiquement qu'il pioche. Il n'a pas ce petit coup de rein ou même le second souffle. En tout cas, j'espère vraiment parce que c'est... Franchement, hier, ça m'a ému de le voir entrer, de voir l'accueil. Même, ils ont fait beaucoup de gros plans sur les supporters lorsqu'il est rentré. J'espère vraiment qu'il pourra clôturer cette Coupe du Monde de la plus belle des manières. Tu as évidemment joué contre lui aussi. Je te pose la question, j'ai joué contre lui, mais même, c'est un joueur... Aujourd'hui, on parle de Lamine Yamal, de Cherki, de tout ça en disant oui, c'est des fantasques. Mais lui, c'était vraiment. Donc, j'espère qu'il pourra faire une bonne Coupe du Monde. Tu dis quoi sur le débat Neymar-Ronaldinho? Souvent, on se demande en termes de dribble qui tu mets au-dessus. Là, c'est propre à chacun, c'est compliqué. C'est compliqué parce que pour moi, c'est pas les mêmes joueurs. Même si c'est 2 fantasques techniciens, Ronaldinho est dégagé de la puissance. Costaud sur ses jambes. Et Neymar, tu te souviens quand même de Ronaldinho Prime, les 2 premières saisons au Barça? Ah ouais, non, c'est exagéré. Mais le Neymar Barça et Neymar, les 2 premières saisons à Paris, avant ses blessures, c'est waouh. Bien, le dernier, je l'ai oublié en cours de route, et après dernier débat sur la Coupe du Monde à 48, Kylian Mbappé quand même. On en a parlé tout à l'heure déjà. Là, Kylian juste Mbappé, pour moi, c'est 9. Ok, 9 pour Kylian Mbappé, qui réalise pour l'instant un très bon début de Coupe du Monde, 2 doublés pour notre Français. Allez, encore ensemble pendant quelques minutes, dernier débat justement, on en parlait autour de la Coupe du Monde à 48. Bonne idée, mauvaise idée, fausse bonne idée, on en débat. Tu vas tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Bonne idée, fausse bonne idée, mauvaise idée. Il y en a un peu pour tous les goûts. Et est-ce que tu as un avis clair déjà sur le sujet? Est-ce que tu arrives à te positionner? Je vais dire bonne idée. Ok, mais je sens que c'est bonne idée, mais pas convaincu à 100% intérieurement. Non, bonne idée parce qu'il y a plus de nations africaines. Oui. On voit que les nations africaines, lorsqu'ils ont leur chance dans une compétition comme celle-là, ben franchement, même quand il y a eu des défaites pour les pays africains et les sélections africaines, elles n'ont pas démérité. Donc ça fait, pour moi, au contraire, ça donne plus de chance à d'autres pays. Par contre, 48, la FIFA, bonjour, on est au max du max. Quand tu t'es pas des équipes, c'est mieux. La Coupe du Monde à 60 dans 4 ans. Bonne idée ou pas, Elias? Là, ça dépend vraiment d'où on place son prisme. Parce que qui dit 48 équipes dit beaucoup de buts. J'ai fait mes petites recherches pour voir s'il y avait plus de buts que dans les dernières Coupes du Monde, donc à match égal.
Donc je sais pas, je vous donne les stats et vous me dites si pour vous c'est positif. Il y a 54% des matchs à 48 équipes avec un but d'écart ou moins. On est à 69% en Russie et 62% au Qatar. Donc beaucoup moins de matchs avec un seul but d'écart. Et par contre, il y a 27% des matchs qui se sont faits avec 3 buts d'écart ou plus. On était à 17 en Russie et on était à 10 au Qatar. Donc quasiment 3 fois plus de matchs avec 3 buts d'écart ou plus dans cette Coupe du Monde. Ça, c'est les chiffres, toi, devant ta télé. Ça, c'est les chiffres. Est-ce qu'il y a des matchs, tu vois, hier, il y a beaucoup de matchs où tu te dis, il y a beaucoup de buts. Hier, j'étais à la piscine, tu vois, j'étais à la piscine. Voilà. Tu visualises. Voilà. Et là, il y avait des mecs qui parlaient, qui disaient, il y a quoi ce soir? Ah ouais, il y a Suisse-Canada, ça, c'est les matchs qui servent à rien. Voilà, ça, c'est un truc pris à la volée comme ça. Est-ce que toi, Margot, Elias, même Samir, est-ce que par moment, vous vous dites, bon, celui-là, je le regarde parce que je suis un dingue de foot et que j'aime l'événement? Non, tu te dis pas ça? Non, moi je regarde tout parce que oui, j'aime le foot et il y a tu regardes pas tout. Les matchs à 3h, tu dors. Non, mais je les regarde en replay. Ça existe le replay en fait. Vous allez sur l'app Canal et vous pouvez tous les voir, donc c'est nickel. Mais non, moi ce qui me plaît dans cette Coupe du Monde à 48, c'est que je retrouve un peu l'esprit Coupe de France avec des histoires, des joueurs qui kiffent leur vie en fait d'être là sur une Coupe du Monde, qui auraient peut-être pas eu l'occasion de le faire. Je dis pas que je suis pas d'accord avec toi, mais est-ce que c'est l'esprit Coupe du Monde d'être en mode Coupe de France? Est-ce que la Coupe du Monde et je dis pas que je pense sur cette ligne-là. Mais est-ce que la Coupe du Monde, c'est pas l'élitisme et les meilleurs? Mais surtout, il y en avait déjà des belles histoires avec une Coupe du Monde avec moins d'équipes. Non, mais moi, ça me plaît, en fait, justement, qu'il y ait des histoires, qu'il y ait des nations qui n'aient jamais participé à une Coupe du Monde, qui ont la chance de le faire, qu'il y ait plus de pays africains, qu'il y ait plus de possibilités aussi pour certains pays, avec les 16e de finale, de passer un tour. Moi, ça me plaît, en fait. Mais je te rejoins, si t'as le Cap-Vert en 16e, c'est possible. Il y a eu 2 matchs nuls. Le Cap-Vert en 16e, ça fait partie de... Ça, pour le coup, on l'aurait jamais eu avant. Après, je trouve aussi que le Mondial à 48, ça aide aussi pour le développement du football à l'échelle mondiale. Il va pouvoir avoir des pays qui n'ont jamais été connus pour être des pays de football, qui peuvent développer justement leurs académies et mettre des programmes sur le football en général. Donc, c'est une ouverture. Moi, je trouve moi, franchement, au départ, j'étais contre. Et après avoir vu le début de ce mondial et avoir vu certaines nations que j'aurais jamais imaginé penser voir en Coupe du Monde et voir leurs bonnes performances, je me suis dit, franchement, oui, j'achète. Mais ça ne te dérange pas malgré le fait que l'adversité globale de certains matchs est un peu plus inférieure Après je pense que oui, faudra voir peut-être sur les questions de chapeau, parce qu'il y a des groupes qui sont relevés, il y a des groupes qui sont beaucoup moins relevés. Donc, je trouve pas ça dommage que, par exemple, une équipe comme la Belgique, qui a fait 2 matchs compliqués, peut encore se sauver en battant la Nouvelle-Zélande, alors que dans la précédente formule, c'était quasiment l'élimination assurée, quoi. Je trouve que il y a un peu un danger de mort, entre guillemets, qui a moins dans cette compétition, quand même. Mais là, regarde, je pense que cette Coupe du Monde à 48, ça va aussi ça va nous donner, en fait, un tableau final qui va être beaucoup plus relevé que sur les Coupes du Monde à 32. Ouais. Parce que là, quand on regarde les tableaux hypothétiques de la France qui finissent premier ou deuxième, il n'y a que des grosses nations, c'est que des affiches. Alors que peut-être sur une Coupe du Monde à 32, tu aurais beaucoup plus de grosses nations qui seraient tombées dès les phases de groupe. Et après, donc moi, pour l'instant, franchement, j'achète. Ce mondial à 48, franchement, j'aime bien. Puis tu as plus de matchs. Quand on aime le foot, on est content. On passe de 104 à 108 ou 110 matchs. Non, je suis pas contre parce que j'aime beaucoup le côté Coupe de France pour le coup et sans dénigrer. Donc tu lui fais le reproche. Non, mais moi je suis là pour faire. Tu connais un peu le truc. Mais en termes d'adversité, parfois. C'est vrai qu'il y a des matchs quand même qui sont pas d'un très très grand niveau. Mais est-ce que ça me dérange? Foncièrement non. Et je pense que ça va avec tout un tas d'évolutions. Et ça part un 0-0 cadenassé qu'un 7-1 Allemagne-Curaçao par exemple. Moi, je préfère voir un 7-1, même si, il y a moins d'adversité. Non, mais peut-être. Après, c'est une question de point de vue. Il y a Acrobatre, rien à voir, qui nous dit Samir à Marseille, on l'appelait le futur Zidane, il n'a pas déçu. À Arsenal, on l'appelait le futur Pires, il n'a pas déçu. United le voulait pour être le futur Paul Scholes, c'était tout ça à la fois. C'est vrai que Samir a dit non à United. Ça, vous connaissiez l'histoire ou pas? Non. Tu nous racontes l'histoire, on est encore ensemble pendant 2-3 minutes. Racontes-nous sur Alex Ferguson qui débarque à Marseille. Ah, mais c'est à Paris déjà. Ah, c'est à Paris qu'il vient. Il est venu à Paris. Ah, mais attends, mais l'histoire, elle est dans le doc en plus. Oh, il va regarder le doc alors. Non mais c'est ça, il débarque pas à Marseille mais vous vous rencontrez à Paris. J'étais joueur d'Arsenal et en plus je crois on les jouait genre une semaine ou 10 jours après et on avait loué un appartement pour faire ça discrètement, pour pas se voir dans un hôtel et être pris par des journalistes ou par des gens. On s'était rencontrés. Il était venu avec un agent qui
un agent connu italien. Et on avait un peu discuté de la saison d'après, ce qu'il comptait faire. Il me disait que ça allait arrêter. C'était après sa deuxième fois où il était revenu, là. Non, il a arrêté, après il est revenu plus tard. Et il m'avait demandé il voulait me mettre au milieu du terrain. On s'était bien parlé. Au départ, un peu compliqué à le comprendre avec son accent. Et puis au final, ça s'est pas fait. Il y a eu beaucoup de rebondissements. On avait reparlé ensemble parce qu'avec City, ça a failli capoter. Je lui avais dit non, c'est bon, je viens et tout. Et au final, ça s'est refait avec City. Et aujourd'hui, je pense que s'il me voit, s'il peut m'attraper par les cheveux, il m'attrapera pas. Non, mais il n'est pas rancunier. Très rancunier. Et comment t'as fait pour lui comment ça s'est passé le moment où tu lui as dit finalement, je vais pas venir et je vais aller. J'ai dit à mon agent et mon agent m'a dit non, mon agent m'a dit c'est à toi de le faire. Ah oui. Et donc, c'est à toi de le faire. Donc je l'ai appelé. En anglais. Je l'ai appelé au départ. Tu lui dis quoi? Fais-nous les. J'ai fait exprès, je l'ai appelé en masqué pour pas qu'il réponde. Mais c'est exceptionnel. Et je lui ai fait un message pour lui dire voilà, coach, je suis vraiment désolé, merci pour toutes les discussions qu'on a pu avoir, mais j'ai fait mon choix, je veux partir à City parce que je lui explique mes raisons. Et il m'a jamais répondu. Ouais, ça c'est le monde du foot qui est comme ça et qui est parfois un petit peu. Il avait peut-être un peu les boules, quoi. Ouais, un petit peu. Parce que... Juste le résultat du sondage, quand même, on va quasiment se quitter là-dessus. Mondial à 48, top ou flop. Vous nous dites top à 75%. Donc voilà, pour le coup, cette Coupe du Monde à 48. On est ensemble, les gars. Plébiscite. Bon, moi, vous avez compris, je suis entre les deux. Ah oui, le prono de France-Norvège, on me demande ton prono de France-Norvège, tranquillement, Samir, et on va se quitter là-dessus avec la petite musique, hein. Tu peux mettre la petite musique pour Laurent, hein. Non, de la petite musique de... Tu sais que Philippe Carayon a fait une musique. T'es au courant de ça? Non. Tu connais Philippe, bien sûr. Bien sûr, je connais Philippe. Alors, vas-y, on va monter le son. C'est lui qui chante. Ah bah là, c'est le refrain. Juste ton prono, donc, France-Norvège 3-1. France, oui, Norvège, 3-1. Conquête de spatiale, direction finale, la 3e étoile. Allez les bleus, T'en penses quoi? Et il nous invite quand pour le lancement de son CD? Voilà, c'est un CD gratuit, Samir, un grand merci. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Elias, Margot, si, ton Bah non, prono. mais je sais pas, non, mais ça t'intéresse pas. Non, allez, non, on nous dit Aurélie. Alors, Elias, ça nous intéresse. Ah ouais, ok, 2-0. super. Merci. Non, vas-y. Un partout. Un partout. Eh oui. Bon, je rappelle qu'on sera qualifié quoi qu'il arrive, sauf en cas de défaite. Mais victoire nulle, ça passe pour la première place. Merci à tous. À très vite sur les réseaux, sur Infosport Plus. Merci encore, Samir. Merci Samir. Ciao.